Comme promis, je retrouve avec vous Yves-Marie Adeline qui, est en forme, et on a mais oui, vous êtes en forme, vous avez fait une blague belge, en coulisses et ça ne vous honore pas. J'en ai marre des racistes et donc on va parler aujourd'hui, on va faire un débat, parce qu'il y en a marre de la il y en a marre de la je vérifie que le micro est bien branché. Il y en a marre du consensus. Vous avez écrit un livre absolument abominable que je déconseille à tout le monde de lire et qui est un urticant pour moi qui s'appelle L'économie encadrée. Et je voulais que vous me disiez ce qu'il y a dans ce livre parce que j'en ai marre d'être traité de méchant entrepreneur de droite arrogant et prétentieux. Alors que je le sais depuis longtemps que je suis comme ça, donc c'est pas la peine de me le répéter tous les jours. Mais je veux quand même donner la possibilité à toutes les voix de s'exprimer, puisque le principe quand même de la pensée, c'est qu'on n'est pas en permanence en train de se répéter les mêmes choses. On va le redire, là aussi je vais encore me faire haïr, mais il y a tous les humains, Yves-Marie, Adeline, moi et tous ceux qui nous regardent et nous écoutent ont tous le même fonctionnement. Nous avons tous un biais de confirmation, c'est-à-dire que nous préférons tous entendre ce avec quoi nous sommes d'accord que entendre des idées contraires aux nôtres. C'est humain et c'est naturel. Simplement, il y a les avachis qui vivent dans ce biais de confirmation en disant « Ah, vous ne dites pas ce que j'ai envie d'entendre, donc vous êtes un salaud de macroniste, je sais pas quoi. » Et puis il y a ceux qui se disent bah, si je veux progresser dans la vie, je dépasse mon biais de confirmation et j'écoute les gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce que j'ai probablement quelque chose à en retirer. Je le redis parce que je lis énormément de commentaires. Alors, on va le redire là aussi, 5% des gens en moyenne commentent, pas plus, 95% ne commentent pas. Il y a 2,5% de gens qui font des commentaires qui sont pas des commentaires, qui sont des agressions verbales, en nous expliquant je suis très gentil et vous dites n'importe quoi et vous êtes un affreux jojo, voilà. Franc-maçon, tout un tas de trucs. Et en fait, j'ai le sentiment que ce phénomène prend de l'ampleur et que effectivement, pour faire de l'audience, certains médias, y compris des médias dits indépendants ou alternatifs, cultivent le biais de confirmation en nourrissant les gens dans le on va vous expliquer en permanence que vous avez raison, vous êtes des petites choses victimes de l'Europe, des capitalistes, des juifs, des francs-maçons, et vous ne pouvez rien contre votre destin. Et donc, nous prenons le parti, je le redis assez longuement sur le courrier, mais pour réexpliquer notre démarche, de dire aux gens, mais libérez-vous, dépassez vos préjugés, dépassez vos idées reçues, et confrontez-vous à l'adversité pour progresser et pour vous arracher à votre propre condition de simple petit être qui végète sur Terre pour vous élever vers la transcendance divine. C'est beau ça, Yves-Marie. Ah oui, ça Un c'est bon bien. chrétien comme vous, ça aime Oui, ça. ça sonnait un peu faux, mais dans votre bouche, mais oui, 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 c'est bien. Ben, ça commence fort. Alors, expliquez-moi pourquoi vous avez écrit ce livre horrible, à part m'empêcher de dormir ou me donner des aigreurs d'estomac. Bon, vous savez que je suis monarchiste. Bon. Oui. Et avec le temps, j'ai abordé la question du roi sous 4 angles. Voilà. Il y a d'abord eu un livre, une réflexion sur la légitimité du pouvoir, qui s'appelle Philosophie de la royauté. Il y a un livre sur l'impossibilité de faire triompher des idées comme celles que je porte dans un système comme le nôtre, ça s'appelle La droite impossible. Il y a une autre façon encore d'aborder les choses, c'est Les nouveaux seigneurs, c'est-à-dire ce livre qui montre comment nous sommes entrés dans une ère d'oligarchie, et donc je montre comment les choses se passent. Et puis, enfin, ce livre-là, qui à l'origine était une commande en fait pour des écoles de commerce ou des écoles ou des facs de sciences éco, et en fait, c'est une manière de dire que l'institution royale est la meilleure garantie d'un État auquel on confie la mission. Alors, j'ai déjà prononcé un gros mot là, État. Plusieurs gros mots. auquel Beaucoup de on, gros mots.
auquel on confie la mission de garantir justement les particuliers, étant bien entendu que l'économie est d'abord au service des particuliers et non pas au service de l'État. Sinon, ça s'appelle la statolatrie, ça s'appelle le fascisme, le socialisme et tout ce que vous voudrez. Et moi, c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire. Mais le seul fait d'avoir employé le mot encadré, l'économie encadrée, a été interprété par plusieurs personnes, pas seulement par vous, comme économie dirigée, comme vous avez osé dire la semaine dernière, économie administrée. J'ai jamais dit ça. J'ai parlé d'économie encadrée. Cela dit, vous m'aviez dit la semaine dernière, écoutez, on pourrait réfléchir sur le problème de la dette en se fondant sur ce bouquin. Non, ce livre, c'est un projet de société qui vise une souveraineté, disons, collective, partagée par le biais d'un renforcement de l'État. Mais la question de la dette, elle appelle une réflexion de terrain. Alors, on va agir comme Aristote, c'est-à-dire qu'on peut regarder ce qui existe aujourd'hui, regarder le réel et en déduire des principes. Et si on doit aborder cette question très préoccupante de la dette, 3100 milliards, probablement dépassé désormais, eh bien, je pense qu'il faut tenir un discours de terrain et pas s'en tenir à un discours qui est quand même un discours un peu théorique, même si l'économie n'est pas une science. Et j'ai bien conscience, toute votre introduction, je la partage. C'est-à-dire qu'on n'a pas de science infuse, on n'a pas de vérité comme ça toute faite. On n'est pas dans les dogmes, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans la foi là pour le coup. On n'est pas dans les témoins d'Emmaüs qui disent nous l'avons vu, il est ressuscité. On n'est pas du tout là-dedans. On essaye de. Il s'appelle l'abbé Pierre. Non, c'est une mauvaise blague. Oui, ça c'est une mauvaise blague. Voilà. Donc en fait, s'il faut parler, je pense, de la dette, c'est que il faut d'abord tenir. Alors, je vais parler comme un politicien, un discours de vérité, mais cela dit, c'est pas facile parce qu'on est dans une époque démocratico-médiatique, disons, où la politique est le royaume de l'imaginaire. Si on veut aborder la question de la dette, il faut d'abord voir les obstacles qui sont devant nous. C'est-à-dire, il y a des obstacles institutionnels et il y a des décisions politiques mauvaises. Et les obstacles institutionnels, vous le savez mieux que personne, vous qui en faites un cheval de bataille, c'est que la France n'est que partiellement souveraine. Donc déjà, comment prendre des décisions pour sortir de la dette alors qu'on n'a pas notre entière souveraineté? On va dire les choses avec un peu de sévérité, c'est une sorte de province autonome de l'Union européenne, qui assure d'ailleurs, laquelle l'Union européenne assure 90% de nos lois. Rappelons-le toujours, on s'écharpe à l'Assemblée nationale, mais 90% de nos lois viennent de l'Union européenne. Les lois françaises sont à 80% des lois de transposition. Voilà, sont des lois de transposition. De surtransposition de directives européennes. Notamment pour les agriculteurs, c'est encore pire, parce qu'il y a des surtranspositions. Bref, laquelle Union européenne, d'ailleurs, n'est jamais que finalement un protectorat américain. Non seulement diplomatique, mais économique. On l'a bien vu avec le sabotage de Nord Stream, annoncé en conférence de presse par le président des États-Unis, ayant à ses côtés le chancelier allemand. C'est quand même extravagant, un truc comme ça, sachant qu'évidemment, il allait nuire considérablement aux intérêts économiques de l'Allemagne, qui est entrée en crise depuis la crise énergétique, justement. Donc, on peut pas, disons, aborder la question de la dette comme on a pu l'aborder quand De Gaulle arrive au pouvoir. Pour citer un nom qui vous agace parce qu'il est dit à toutes les choses, c'est pas forcément faux. C'est pas De Gaulle qui m'agace, c'est la mythologie qu'on a bâtie aujourd'hui sur De Gaulle qui ne correspond absolument pas à cet excellent président qui a réduit les dépenses publiques, qui rétablit l'équilibre des comptes. Oui, mais dans la politique, et vous l'avez très bien dit, je crois, n'a pas été très favorable au monde agricole, parce qu'elle a favorisé les grands ensembles à l'américaine et elle a tué en fait la petite agriculture, les 10 ou 15 hectares de nos petits producteurs. Et pour en revenir à notre affaire, puisqu'on parle de dette, on va donc forcément parler de monnaie. Nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Donc on ne peut même pas dévaluer comme De Gaulle ou Mitterrand, par exemple,
pour rendre nos exportations compétitives. Et on peut même pas d'ailleurs encadrer notre politique, enfin nos achats extérieurs, notre politique commerciale, puisqu'elle est régie par l'Union européenne depuis le traité de Rome. Et puis aussi, on a des mauvais choix politiques. Alors là, on pourrait effectivement dénoncer les mauvais choix politiques, mais sans jamais oublier les obstacles institutionnels. Donc, dans les mauvais choix politiques, quand bien même serions-nous laissés libres de protéger notre marché contre la concurrence, ça renchérirait notre consommation vu le coût de production en France. Alors, Et si puis, on peut, excusez-moi, je vous coupe, mais donc si on peut résumer quand même, parce qu'on n'a pas défini ce qu'est l'économie encadrée dans votre esprit, on ne sait pas donc votre proposition. Votre proposition, c'est de dire il faut du protectionnisme, il faut une intervention de l'État dans l'économie. Expliquez-nous. non, il ne faut pas une intervention de l'État dans l'économie, sauf dans certains secteurs comme les secteurs stratégiques, etc. Mais là, on est tous à peu près d'accord sur cette question-là, même si quelques-uns ont fondé leur fabuleux destin politique sur le fait de vendre à l'étranger des secteurs stratégiques de l'économie, notamment dans le domaine de la chaîne du nucléaire français. Donc, vous nous dites que Emmanuel Macron est devenu président en vendant des bijoux de la couronne aux Américains. C'est ça que vous nous dites? Je constate que les fonds qui l'ont aidé à faire sa campagne de 2017 provenaient de ceux-là même il y a quand même une enquête au parquet financier, qui n'aboutira probablement jamais, ou alors qui aboutira une fois qu'il sera parti. Une fois qu'il sera parti, s'il on a besoin de le diaboliser. Oui, peut-être. Le jour où on aura besoin de le diaboliser, effectivement. Alors, je précise d'ailleurs, mais vous le savez bien sûr, qu'à la fin de son premier mandat, il s'est empressé de faire racheter par la France ce qu'il avait vendu aux Américains, mais beaucoup plus cher, bien sûr. Entre-temps, cette partie du circuit du nucléaire français avait pris beaucoup de valeur. Allez savoir pourquoi. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il faut protéger aussi l'État contre lui-même, c'est-à-dire contre des hommes d'État qui peuvent lui nuire. Et c'est ça encore l'économie encadrée, mais ça n'est pas, encore une fois, administrer l'économie. C'est aussi permettre que, disons, l'harmonie, la plus grande harmonie possible, disons, dans l'activité économique de notre pays. Mais justement, là où c'est intéressant, et ça montre bien que je n'ai pas réponse à tout, puisque la semaine dernière, vous disiez la dette, et vous avez bien raison de dire la dette, mais on voit quelles sont nos faiblesses d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dis, si on protégeait, par exemple, nos importations, ben oui, mais en fait, ça rendrait non seulement tout plus cher dans notre consommation, mais en plus, nous ne produisons plus. J'exagère, on produit un peu, mais beaucoup moins. Pensez à la crise du Covid, où même des masques chirurgicaux, nous n'en avions pas. Nous les avions délocalisés en Chine ou ailleurs, etc. Donc, disons, pour parvenir à protéger la production française, faudrait-il qu'il y ait une production française. Or, on n'en a plus assez. Et moi, donc, c'est pour ça que personnellement, je ne partage pas votre diagnostic. Ouais. C'est-à-dire que de mon point de vue, l'Union européenne, c'est de l'économie encadrée, avec énormément de réglementations. Et l'économie encadrée, nous la vivons aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence, avec des piles de lois, dont beaucoup sont des directives européennes qui ont été adoptées dans des circonstances officiellement démocratiques, mais en réalité, personne ne suit, personne ne comprend. Les députés européens ne savent pas ce qu'ils votent. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Très opaque, et en réalité, tout est aujourd'hui réglementé, et tout est aujourd'hui encadré. Et en réalité, on peut reprocher à l'Union européenne, au fond, d'encadrer les industries qui fonctionnent le mieux, les plus productives, c'est-à-dire l'industrie allemande. En tout cas, ça l'a été jusqu'à ce que l'écologie la disqualifie ou l'appauvrisse. Mais sur le fond, donc on peut dire que l'Union européenne a favorisé le développement de l'industrie allemande au détriment de ses voisins.
et spécialement de l'industrie française. On l'a vu avec le marché de l'électricité européen, qui a été en fait une façon d'habiller une stratégie allemande pour qu'il n'y ait pas d'électricité moins chère en France qu'en Allemagne, parce que les industriels allemands ne voulaient pas que des usines s'installent en France parce que l'électricité y était moins chère. Donc les Mais Allemands ça, ont imposé, ont encadré le marché de non, l'électricité. ils ont dirigé, c'est du Économie dirigisme. encadrée. Non, c'est du dirigisme, c'est pas du cadrisme. Là, vous Alors, parlez, quelle quand est vous la parlez différence? Expliquez-nous la bah, différence entre le le dirigisme et le cadrisme. d'ailleurs, le capitalisme de connivence n'est pas le vrai capitalisme. Le capitalisme de Ça, nous sommes connivence, d'accord. C'est c'est un l'économie encadrée. socialisme déguisé, voilà. Donc non, c'est dirigé, c'est-à-dire que c'est pas encadré, ça veut dire voilà, il y a des règles, il faut les respecter. Maintenant, faites ce que vous voulez à l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme un poisson dans l'eau, voilà. Il peut aller jusqu'au bout du monde dans l'eau, il est fait pour vivre dans l'eau, mais il peut pas sortir de l'eau, voilà. Donc le cadre, c'est ça. Là, vous me parlez Mais de tout cadre déborde c'est là que je ne partage pas votre avis. C'est que vous, ce que vous me dites au fond, c'est qu'il y a des bonnes réglementations qu'on appelle le cadrisme et des oui, mauvaises réglementations qu'on appelle le dirigisme. Moi, oui, ma position, elle est de dire que par nature, toute règle tend à être dirigiste et que si, on ne peut échapper au dirigisme qu'en limitant le plus possible la portée des règles et le nombre de règles. eh ben Sinon, oui. le mouvement naturel, c'est de faire du dirigisme. Mais vous savez très bien que le meilleur garant de la liberté, c'est la loi. Donc d'encadrer la liberté Non, permet à la liberté de c'est là que je ne s'évader. peux pas partager, je vous coupe, mais pour le débat, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la loi est une menace pour la liberté. Moi, je suis pour le contrat. Moi, ce n'est pas la loi qui est le meilleur garant de la liberté, c'est le contrat. Plus il y a de lois, moins il y a de liberté. En revanche, plus il y a de contrats, plus il y a de liberté, parce que le contrat, il est négocié. Mais je pense que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes traumatisé par l'Union européenne et vous avez raison de l'être. Et comme vous appartenez à un pays qui n'en est pas un, vous pouvez Et pas j'ai raison de l'être, j'ai vous raison d'y appartenir. vous n'avez pas de repère, si vous voulez. Vous n'avez pas de repère ce que c'est que la bonne compréhension d'un État. Et donc, vous vivez, vous êtes franco-belge en réalité, mais effectivement, si pour vous, l'encadrement, c'est l'Union européenne, non, moi j'ai dit l'Union européenne, elle n'est pas cadriste, elle est dirigiste. Elle a effectivement nuit, par exemple, elle interdit la concurrence. Puisque le nucléaire français, enfin en tout cas l'énergie, l'électricité allemande a été avantagée alors qu'elle n'avait pas à l'être, Oui, justement. nous Les sommes Allemands bien avaient fait un d'accord. Nous sommes choix. bien d'accord. Non, mais c'est L'Union vrai, européenne n'est pas une institution libérale. C'est une on est bien institution de d'accord. Donc, capitalisme de connivence. oui, mais le capitalisme de connivence, c'est une forme déguisée de socialisme. Donc, c'est un Nous sommes socialisme d'accord. d'État. Mais nous sommes Bon, d'accord. La question, c'est mais oui, quelle est la solution qu'on apporte? Et moi, ma position est de dire que les solutions que vous apportez, je pense qu'elles ont une forme de naïveté parce qu'elles reposent sur l'utopie selon laquelle il pourrait y avoir de bonnes lois et selon votre conception que la liberté a besoin de la loi pour être garantie. Et oui, bien de mon sûr. point de vue, c'est déjà la mort de la liberté que de penser ça. C'est là que nous avons un désaccord de fond. Alors, je vais vous renvoyer à un très grand auteur, selon moi, évidemment, qui est Bonald. Bonald a inventé cette formule magnifique. La première des libertés, c'est la sécurité. Si je ne peux pas sortir de chez moi pour acheter ma baguette de pain, ça veut dire que je ne suis pas libre. Et qu'est-ce qui assure la sécurité? Un minimum d'encadrement, c'est-à-dire la loi, une police dont on n'abuse pas. Parce qu'en fait, là, on parle de la langue des hommes, qui peut être la meilleure et la pire des choses. Donc, le cadre, ce peut être la meilleure des choses, mais quand ça devient la pire, ça n'est plus, selon moi, le cadre, c'est le dirigisme, c'est le socialisme, etc. Et là, on arrive effectivement à un problème. De toute façon, on se débat dans des questions qui, moi, me passionnent, qui sont des questions théoriques, mais puisqu'on parlait de la dette, j'en reviens toujours à ça, et que la France, à la fois, n'a pas les moyens institutionnels d'agir, mais en plus de ça, elle a commis des fautes politiques qu'il sera très long de réparer.
à partir du moment où elle a abandonné sa production, une grande partie de sa production, en particulier les productions à faible valeur ajoutée, à des pays où les salaires étaient 50 fois moins élevés, etc. Vous savez que j'ai été directeur du cabinet de Jean Arthuis, qui est le premier homme qui a tiré la sonnette d'alarme sur les délocalisations industrielles. Et à l'époque, il n'y a pas grand monde qui l'écoutait. Et sous prétexte que, disons, la majorité de nos échanges étaient intra-européens, sauf qu'à l'époque où il a sorti son rapport sénatorial, on n'avait pas encore la concurrence de la Roumanie, de la Pologne, etc. Donc, même ça, les relations intra-européennes peuvent être complexes. Mais de toute façon, on a vu avec l'ascension de la Chine la concurrence que ça pouvait produire. Parce qu'encore une fois, au moment du Covid, on n'a même plus de masques. Donc, il y a des erreurs commises qui sont des erreurs politiques. Il y a aussi des obstacles institutionnels extrêmement difficiles, parce que sortir de l'Union européenne, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous le savez bien d'ailleurs. Et donc, je pense que dans la mesure où nous ne pourrions pas protéger notre production, puisque nous n'avons pas de production, ou pas suffisamment de production, il faut d'abord... Comment on fait pour relancer la production? Mais déjà, il faudrait permettre aux jeunes d'apprendre à produire. Enfin, vous savez bien qu'il faudrait permettre, par exemple, à la jeunesse de recommencer à pouvoir apprendre un métier dès l'âge de 11 ans, 12 ans, et non pas comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on fabrique une jeunesse qui est parfaite pour créer des bataillons de militants politiques qui aident la gauche au moment des élections, mais qui est incapable de travailler. Pensez que le niveau scolaire, universitaire, la France, par exemple, qui était autrefois un pays d'ingénieurs. La France est au 26e rang sur 38 au classement PISA, vous le savez ça, le classement des maths. De l'OCDE. C'est pas que les maths, c'est un peu plus large, mais c'est le classement de l'OCDE sur les niveaux d'enseignement. Et on a, alors je suis payé pour le savoir, on a une sorte de mainmise idéologique sur l'éducation nationale qui réduit évidemment le recrutement des profs, en particulier à la fac. J'ai une jeune fille que je connais qui m'a dit il y a quelques jours encore qu'elle est à la fac, elle a entendu son prof de fac dire au jour d'aujourd'hui. C'est forcément comme il n'y a plus de concurrence dans le recrutement des profs, on tombe sur des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pas à leur place. Alors déjà que la plupart des étudiants ne sont pas à leur place à la fac, mais aussi, désormais, la plupart des profs, où on tombe sur des cas incroyables comme Sandrine Rousseau, etc., qui croient que Darwin a inspiré Adam Smith, alors que Darwin est du 19e siècle, Adam Smith du 18e, enfin bon, des choses inimaginables. Et le modèle patriarcal, accessoirement. Oui, donc en fait, il faudrait faire une réforme considérable. Il y a une chose qu'on peut faire rapidement, parce que ça prendra une génération. Il y a des choses qu'on peut faire plus rapidement, c'est la chasse, et là où je suis assez d'accord avec Verdier-Molinier, là, la chasse tout ce qui est parasite. Il faut ramener les circuits de dépenses de l'État, quoi. Il faut faire tomber la suie. Parce que le problème, c'est que les circuits de dépenses de l'État, moi, je ne pense pas qu'ils soient encrassés. Je pense juste qu'ils sont trop nombreux et que l'État s'occupe de tout un tas de sujets dont il ne devrait pas s'occuper. On est tout à fait d'accord. On ramène les tuyaux ou est-ce qu'on les coupe? Alors, les deux, mon capitaine. Mais quand je parlais de ramener, je viens de parler de l'enseignement. Vous savez qu'il y a 200 000... À chaque rentrée, les syndicats de gauche disent « Ah, on manque de profs ». Mais on ne manque pas de profs. Il y en a 200 000 qui ne sont pas affectés aux classes et qui, en fait, végètent dans des organisations parasites, des associations même, etc. Et on manque absolument pas de profs, simplement, il y en a 200 000 qui ne font pas leur travail. Donc, à chaque fois, on va rajouter des profs et en fait, on entretient cette espèce de ces circuits que j'appelle parasites. Autre exemple qui est sorti sur la retraite, vous savez, il y a eu aussi une enquête parlementaire là-dessus sur Agir Carco, la retraite des cadres. Qui a découvert qu'en fait, elle avait fait une enquête sur ces retraités algériens. Seuls 18% d'entre eux étaient effectivement légitimement des gens éligibles à la retraite. Tout ça, ça représentait 1 milliard d'euros de dépenses. Donc, il y a 18% qui étaient en droit de la toucher. Les autres, il y avait un tiers qui était mort, un autre tiers qui avait disparu.
Donc, vous voyez, il y a ça aussi. Il y a combien de dépenses complètement inutiles et encore une fois parasitaires. Rien que ça, on pourrait économiser quelques milliards. Alors, on est encore loin des 3100 milliards de dettes. Mais à partir du moment où, vous savez, une dette, vous le savez bien sûr, parce que vous êtes chef d'entreprise, une dette, elle peut même être parfois vertueuse à partir du moment où elle dispose d'un flux. La dette, c'est un stock. Bon, ensuite, le flux vient alléger la dette. Bon, réduire la dette. Mais à partir du moment où nous ne sommes plus capables de produire ce flux, du moins pas suffisamment, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de proposer et à l'État et aux particuliers de baisser leur niveau de vie. Et ça, Alors, c'est comment ça se passe? C'est quoi vos propositions pour baisser les propositions populaires et qui rencontreront ben un alors écho là, très favorable? C'est quoi vos propositions pour baisser le niveau de vie? heureusement que je me présente pas à des élections. Vous imaginez un discours comme ça? Ah, je pense que vous feriez fureur. Mais oui, mais pourquoi? Parce que je vous l'ai dit au tout début de notre entretien, la politique, c'est le royaume de l'imaginaire. Donc si vous dites, et en plus de ça, la démagogie, c'est le fait d'abord du peuple. Hein, c'est ce que les Grecs avaient découvert. La démagogie, c'est la corruption de la démocratie et c'est le fait du peuple. Le peuple veut entendre des discours contraires à celui que nous sommes en train de tenir ensemble. Donc, mais n'empêche que la réalité finira par rattraper ce brave peuple. Il faudra bien qu'un jour, d'ailleurs, ça a commencé, à vrai dire, hein, notre déclassement a commencé. Je parle même pas du rang de la France dans le monde, qui est passé quoi, sixième, septième à peu près, alors que quand on avait 25 ans, et même un peu plus, la France était la 4e puissance du monde, etc. Bon, là, on est la 7e et on est classé 26e sur 38 dans le classement PISA. Donc, ça vous donne une idée de l'avenir qui nous attend. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que de dégraisser le mammouth. Après tout, l'expression venait d'un socialiste, Allègre, hein, Claude Allègre, vous vous souvenez, qui lui parlait que de l'éducation nationale, mais on pourrait parler de l'ensemble des dépenses inutiles, des dépenses superflues de l'État. J'ai parlé la semaine dernière devant vous, vous vous souvenez, j'avais parlé de cette aide que nous apportons à la Chine au titre de l'aide au tiers-monde. C'est quand même inimaginable. Simplement, tout ça, ça entretient des fonctionnaires dont la raison d'être est de continuer à faire durer cette dépense insensée. On en a parlé ensemble. Et puis, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution tant que nous ne sommes pas capables de remettre en route notre machine de production, notre capacité, disons, de production. Eh bien, en tant que simple consommateur, il va falloir réduire le volume de la dette en réduisant notre volume personnel. Ça s'appelle se serrer la ceinture. C'est absolument pas. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez attaquer la dette quand vous avez du flux, quand vous avez un petit ruisseau à la place du fleuve dont nous aurions besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, avec le temps, en remettant en route la production française, et pour ça, il faudrait remettre en route l'instruction, enfin, arrêter de fabriquer. Non, mais attendez, quand même, Yves-Marie, la désindustrialisation, elle ne s'explique pas seulement par l'éducation nationale. Elle s'explique d'abord parce que vous êtes industriel, vous voulez investir entre le coût du travail. Entre un pays où il faut 7 ans pour construire l'usine et ensuite avoir des salariés qui effectivement coûtent cher et sont convaincus d'être très productifs, et un pays où il faut 2 ou 3 ans pour construire l'usine et où vous avez de la main-d'œuvre abondante et qui fait pas 35 heures par semaine, qui en fait un peu plus, avec moins de règles, moins d'administration, moins de pesanteur, vous choisissez le pays où vous êtes le moins entravé. C'est le cas de Renault. Enfin, rappelons-le, Renault est allé en Roumanie parce que là-bas, ils sont, quoi qu'anciens communistes, moins zinzin que nous. Mais c'est justement parce qu'ils sont anciens communistes. Donc, ils ont vu les ravages du communisme. C'est un pays que je connais un peu, la Roumanie. J'y suis allé plusieurs fois. Alors, eux, quand vous leur parlez du communisme, c'est pas comme en France, hein, où toute l'intelligentsia est sinon communiste avoué aujourd'hui, disons crypto-communiste ou mélanchoniste, enfin, appelons-les comme on voudra. Mais nous sommes parfaitement d'accord. En fait, vous remettez en question, justement,
tout ce qui est, moi j'appelle ça de la suie, enfin tout ce qu'il faut ramener, et notamment alors éventuellement, disons qu'on va couper des circuits administratifs complètement inutiles qui ne sont là que pour encombrer. Si pour vous, encadrer une société, c'est ça, alors je comprends que vous n'aimiez pas le mot que j'ai trouvé, Non, moi, mais encore une fois, pour que ce soit, pour être bien clair, par exemple, vous dites l'éducation nationale, il y a des profs qui ne sont pas devant les élèves, il faudrait ramoner les tuyaux, comme vous dites. Moi, je ne dis pas qu'il faut ramoner. Moi, je dis qu'il faut supprimer l'éducation nationale et qu'il faut faire des chèques scolaires. Il faut que les parents aient les moyens d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées qui fonctionnent avec des projets d'établissement. Je ne suis pas sûr qu'il faille un programme national. Et ces établissements doivent recruter librement leurs enseignants et les payer grâce au chiffre d'affaires qu'ils font, grâce aux frais d'inscription. Et la machine éducation, le fait qu'il y ait des enseignants payés par l'État est quelque chose que je crois inutile et dangereux, parce qu'on voit que d'année en année, les résultats baissent et que les mecs vous disent « mais nous on sait, c'est à cause les sangliers étaient trop lourds, ils avaient mangé des cochonneries. Portables, les parents sont des cons, on veut plus les voir ». Et donc, tant que vous avez des gens qui s'estiment d'une façon ou d'une autre choisis par la République et légitimes à dire non à tout et légitimes à dire « je sais mieux que vous ce qu'il faut faire », en attendant vous payez et vous la ramenez pas, on n'y arrivera pas. Et les gens qui ont mis les élèves à bas ne peuvent plus être enseignants sous le même statut, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut leur dire tout le monde est viré et maintenant vous allez vous faire recruter dans des écoles qui sont financées par les chèques scolaires donc les chèques, pas les chèques, les chèques scolaires, c'est-à-dire l'argent qu'on donne chaque mois aux parents pour payer les frais d'éducation. Alors, bien sûr que c'est une proposition radicale, mais donc c'est là que je ne suis pas cadriste. C'est là non, que je suis pense tout que à le fait cadrage, ce que vous appelez le cadrage, est de mon point de vue une forme de socialisme qui nous met à bas. Voilà, pour être clair. Alors, en tant que cadriste, puisqu'on va inventer ce néologisme, vous me faites beaucoup d'honneur, je ne suis pas du tout opposé à votre idée. On peut en tout cas au moins l'essayer, parce que on voit l'échec total de l'éducation nationale. Je rappelle d'ailleurs que jadis, elle s'appelait l'instruction publique. Le changement de nom est quand même très significatif de cette espèce d'embrigadement républicain, etc. J'ai reçu quelquefois des lettres de profs, surtout du secondaire, qui disaient « je suis là pour faire des citoyens ». Mais non, vous êtes là pour leur apprendre à écrire, compter et lire. Et non pas. Alors, résultat, ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Et même un prof maintenant d'université dit au jour d'aujourd'hui, voilà, parce que s'il vient de cette génération-là complètement gaspillée, donc je suis tout à fait prêt à vous suivre dans cette expérience. Tout à fait. Après, vous connaissez, enfin ça va, disons, chevaucher à un autre problème cela dit, ce problème n'est pas résolu par l'éducation nationale, c'est le compartimentage y compris civilisationnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les séparatismes. Il est évident qu'à ce titre-là, beaucoup les musulmans vont aller dans des écoles musulmanes. Alors vous allez me dire, les catholiques vont dans des écoles catholiques, ou du moins, ou supposait-elle. Elles pourraient peut-être mieux le devenir, on ne sait jamais. Factuellement, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Donc aujourd'hui, moi en plus, j'habite le 19e arrondissement de Paris, où il y a des écoles communautaires qui sont la plupart du temps des écoles juives. Donc il y a quelques écoles catholiques, mais les écoles juives, effectivement, n'accueillent que des juifs. Il n'y a pas de musulmans, sauf à ce qu'on nous le démontre. Il n'y a pas non plus de chrétiens. En revanche, les écoles catholiques accueillent des musulmans. Oui, absolument. Qui cherchent une éducation d'un peu moins mauvaise qualité qu'ailleurs. Et je ne pense pas qu'on ait d'écoles musulmanes, mais c'est possible d'avoir des écoles musulmanes. Enfin, aujourd'hui, la législation permet de le faire et elle est déjà appliquée pour certaines communautés. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, alors là, je suis prêt à vous suivre dans cette expérience. Alors là, au contraire, je vois bien les ravages. On pouvait naïvement être séduit par le projet, apprendre à mettre tout le monde sur les bancs de la même école, etc. Mais on voit bien que ça a échoué. Donc, je suis prêt à vous suivre, tout à fait. Je suis prêt à vous suivre. Surtout que maintenant, à partir du moment où on ne parle plus de formation professionnelle, mais uniquement de formation académique,
on peut faire confiance en personne, en aucun diplôme, en rien. Un jeune diplômé arrive chez vous, qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait ça. Oui, mais bon, mais encore, voilà. Donc en fait, on n'a pas de, on n'a rien de solide sur quoi s'appuyer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, le cadrisme, ça n'est pas d'interdire ça. Ça, c'est le socialisme ou de l'administration, enfin l'administratif, l'économie administrée ou le fonctionnement entièrement administré, disons, de la société. De là à ce que vous vouliez, comme cette ville américaine dont je vous ai parlé la semaine dernière, laisser entrer les ours dans la ville, au New Hampshire. Vous vous souvenez de cet exemple que je vous ai donné? Non, il y a un juste milieu. Hein. Donc, après, de toute façon, il y a d'autres questions qu'il faudrait se poser. C'est comment gère-t-on notre monnaie? Comment gère-t-on notre argent? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes surendettés, nous devons rembourser cette dette dans une monnaie qui n'est pas tout à fait la nôtre, qui est celle de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, on ne peut pas jouer sur cette monnaie, d'une part. Bon, alors on sait que l'histoire de Rome nous enseigne que si on est à ce point maître de sa monnaie qu'on peut un peu la trafiquer, hein, pensons à la destinée du denier, par exemple, hein, romain, qui, alors comme c'était de l'argent et non pas de l'or, l'or on peut pas trop le trafiquer parce qu'on voit très vite que c'est plus de l'or vraiment, mais l'argent on pouvait. Donc au bout d'un moment, à la fin de l'Empire romain, il restait plus grand chose d'argent dans le denier. Mais cela dit, bon, il n'empêche qu'il serait probablement préférable que nous nous rendions maîtres de notre monnaie. Il y a aussi le problème du fait que l'État ne peut pas emprunter à ses propres mains, mais doit passer par les marchés financiers, la plupart du temps, enfin, majoritairement internationaux. Et donc là encore, une fois, on est dans des problèmes qui sont des problèmes désormais institutionnels, puisque tout ça, c'est régi par des traités européens dans le cadre de l'intégration de la France dans l'Union européenne. En fait, on est en train de parler du problème d'une dette souveraine, entre guillemets, d'un pays qui n'est en fait qu'une sorte de province autonome de l'Union européenne. Bon, on va soulever cette question du contrôle de l'émission monétaire, si vous voulez, la semaine prochaine dans un débat, puisque je sais que nous sommes régulièrement, moi je suis régulièrement harponné par cette théorie. Je ne partage pas du tout la vision que vous dites sur l'émission de la monnaie. Donc, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on consacre, comme aujourd'hui, une trentaine de minutes à la confrontation des points de vue pour que chaque auditeur puisse se dire ah oui, mais tel point de vue, tel point de vue, tel point de vue. Voilà. Et je reste persuadé, puisque vous me disiez que c'est une question de juste milieu, je voudrais redire que de mon point de vue, mes propositions sont le juste milieu et que vous êtes très à gauche. Bon, à la semaine prochaine, Yves-Marie. Au revoir, Eric.